Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle causerie de la série des rencontres destinées à scruter l'avenir du savoir, série que j'ai nommée La discipline et après cette matrice, quelle fabrique du savoir. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Dr. Iliane Cruz-Panesso sur un sujet moins habituel qui est la simulation. Iliane, tu es psychologue cognitive spécialisée en sciences de l'éducation avec une solide expertise dans la conception, l'analyse et l'évaluation des programmes de simulation qui ciblent des individus et des équipes dans des domaines militaires et médicaux. Tu es détentrice d'un doctorat de l'Université McGill que tu as obtenu en 2015 pour des travaux sur la simulation visant les équipes médicales militaires. À présent, tu es conseillère principale en recherche et pédagogie au Centre de simulation de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, le Centre d'apprentissage des aptitudes et habilités cliniques. Tu es également professeur et tu enseignes au programme de maîtrise et au microprogramme en pédagogie, sciences de la santé de l'Université de Montréal. Iliane, tu te démarques par une expérience de recherche particulière qui, en dépit de ton âge qui demeure jeune, accumule déjà 17 ans. Tu t'intéresses notamment à trois grands chapitres. Premièrement, la mesure dans le domaine de la simulation. 2. Les stratégies d'autorégulation cognitive et affective dans le travail individuel et d'équipe. Et 3. Les innovations technologiques en éducation médicale. Et tu as eu l'opportunité de collaborer avec des équipes interdisciplinaires de McGill, de l'Université de Hong Kong, de l'Université Indiana, de l'Université de Montréal, pour la création de plateformes innovantes axées sur les principes de l'apprentissage actif, de la régulation des émotions, la prise de décision en équipe et l'analyse de l'apprentissage. Des recherches ont été financées par l'Institut colombien pour le développement des sciences et de la technologie, le CRSH, qui pour nous est le Conseil de recherche en sciences sociales et humaines du Canada, et le laboratoire de McGill pour les technologies de pointe pour l'apprentissage dans un cadre authentique, pour ne nommer que ces sources de financement obtenues suite à des concours très exigeants que tu as emportés. Tu as aussi été récipiendaire de la prestigieuse bourse Joseph Armand Bombardier pour tes études doctorales et tu as également reçu une bourse postdoctorale Mitax Accelerate qui t'a permis de développer la validation d'un système d'apprentissage en ligne ciblant les pilotes militaires et commerciaux avec la compagnie CAE de Montréal. Iliane, tu t'es démarqué notamment par tes capacités de conception, de développement et d'opérationnalisation effective de nouveaux produits de recherche et pédagogique axés sur l'innovation et la technologie. Dernièrement, tu as été impliqué dans la création et la mise en œuvre et la validation aussi des simulations médicales en ligne pour plus de 1000 étudiants et étudiantes de la faculté de médecine de l'UDEM. Un immense défi que tu as su relever grâce à ton leadership d'exception. Cette méthode que tu as mise en place est maintenant intégrée dans différentes universités et tu es de plus en plus sollicitée comme conférencière invitée à présenter cette innovation lors des rencontres notables pour la communauté médicale. Nous donnerons ici juste l'exemple de l'Association canadienne pour l'enseignement médical. Iliane, c'est avec grand plaisir que je te revois aujourd'hui pour redonner une voix dialogique à nos intérêts communs, virtuellement cette fois-ci et dans un contexte bien différent. Je te remercie beaucoup pour avoir accepté mon invitation, pour avoir trouvé le temps pour cette causerie. Merci Mirella. En fait, c'est moi qui te remercie et merci pour ta présentation, la présentation que tu as fait de mon travail. C'est très gentil de ta part. J'ai le plaisir toujours de parler avec toi. Et aujourd'hui, espérons qu'on va continuer ces discussions qu'on avait très intéressantes aussi. Merci beaucoup, Iliane. Iliane, ta présence nous permet donc de parler de l'avenir du savoir depuis un nouvel angle qui est celui de la simulation. Explorer ensemble ce que la simulation nous laisse entrevoir.
La simulation est une méthode, un concept qui traverse plusieurs disciplines. C'est une transdisciplinarité en soi. Et nous en parlons aujourd'hui depuis la perspective ouverte par la médecine, la psychologie, la philosophie et la littérature. Oui, oui, la littérature. Lors de nos multiples échanges très interdisciplinaires et amicaux, fascinés à comprendre l'idée même de la simulation depuis tes disciplines à toi, la psychologie et la médecine, j'ai souvent pensé quel serait le concept de base de la simulation. Et je crois que ce concept serait celui de faire comme si. C'est étrangement un des concepts dont je me suis servi dans ma thèse de doctorat. Pourquoi le concept de faire comme si? Parce que l'étudiant médecin fait comme s'il était en train de soigner un patient, de prendre une décision importante en situation d'urgence, parfois entre vie et mort. Le patient acteur fait comme s'il était malade, comme s'il avait une histoire liée à cette maladie à raconter, comme s'il mettait des mots et des ressentis sur sa souffrance. Alors, sur le terrain de la philosophie, il y a plusieurs auteurs qui se sont occupés de ce concept. Un des premiers a été Hans Weinger, un disciple de Kant, connu pour son ouvrage La philosophie du comme si, qu'il a publié à Leipzig au début du XXe siècle et qui inspirera plus tard Freud pour son ouvrage L'avenir de l'illusion. Weinger montre que ce que nous percevons en général sont des phénomènes qui nous permettent de construire des modèles fictionnels auxquels nous accordons valeur de réalité. Pour lui, ces modèles s'appellent des fictions conceptuelles, heuristiques, qui permettent la découverte et qui deviennent ainsi des fictions pratiques, quasiment un oxymoron. Weinger construit un pragmatisme critique qui valorise le concept de comme si en tant que base de la simulation, de l'imagination dans la pensée scientifique. Et c'est ainsi que des fictions pratiques sont apparues en médecine, en économie, en droit, les fictions juridiques, en mathématiques, en physique, ainsi de suite. Autrement dit, il misait sur la valeur pratique de l'imagination, sur la mise en pratique de l'imagination à travers le concept de comme si. Le fondement de la simulation est d'édifier des modèles, de construire un modèle. Et pour ce faire, entrent en jeu plusieurs facteurs, dont l'un qui me semble très important, le degré de simplification de la réalité, qui présuppose la validité, la crédibilité. Or, la réalité est bien complexe. Dans le cas de la simulation médicale, on va très loin aujourd'hui et on réalise des modèles qui se rapprochent beaucoup du réel. Le centre de simulation de la faculté de médecine de l'Université de Montréal en est un excellent exemple. Je me rappelle, quand tu m'as fait visiter ce centre, tu m'as montré que même la lumière et la température des salles de simulation est adaptée pour être comme celle d'une vraie salle d'opération ou d'une vraie chambre de thérapie intensive. Et pourtant, nous ne sommes pas dans le réel. Nous ne sommes pas dans un hôpital. Nous sommes au 9e étage de la tour de l'Université de Montréal. C'est-à-dire qu'il y a une distance entre le réel, la réalité vécue par les étudiants à l'hôpital, et celle vécue dans un centre de simulation. Et n'oublions pas que le patient acteur n'est pas toujours disponible et que souvent les étudiants travaillent sur des mannequins ou des poupées. Alors, ma première question pour toi se déploie en deux volets. Premier, en effet, lorsqu'on édifie un modèle, une simulation, sommes-nous en train d'édifier une nouvelle réalité en soi? Et si aujourd'hui on édifie cette nouvelle réalité selon notre présent, en fonction de notre présent, de ce qu'on sait qui se trouve dans les hôpitaux, la façon dont on pratique la médecine aujourd'hui, comment allons-nous édifier demain un modèle pour un avenir encore inconnu? S'il fallait un beau jour, pas trop éloigné, de simuler ce qui n'existe pas encore, de faire comme si une médecine du futur devrait être adoptée et enseignée. Le deuxième volet de ma question est donc, pouvons-nous simuler l'avenir ou la simulation est toujours liée au présent?
Merci Mirella, c'est une excellente analyse que tu as fait de point de vue philosophique aussi de la simulation, qui nous permet aussi d'élaborer qu'est-ce que ça veut dire. Donc, avant de commencer, j'aimerais, pour ceux qui nous voient aujourd'hui, expliquer un peu c'est quoi la simulation en médecine, qu'est-ce qu'on fait. Donc, comme Mirella, elle l'a dit, quand les étudiants de médecine viennent au centre de simulation, ça ressemble beaucoup à un hôpital. Donc, quand vous rentrez ici, c'est très difficile de savoir si vous êtes à l'hôpital ou vous êtes au 9e étage de la faculté de médecine à l'Université de Montréal, comme Mirella l'a dit. Une fois les étudiants rentrent à notre centre de simulation, il y a certaines règles qu'il faut suivre en général en simulation. Donc, une de ces règles s'appelle les contrats de fiction. Donc, on parle d'un contrat de fiction où les étudiants s'engagent à jouer les jeux avec nous. Parce que c'est vraiment, comme tu l'as dit, Mirella, on leur propose une réalité différente qui ressemble à la réalité, mais que ce n'est pas la réalité. Donc, il faut acheter cette réalité et engager avec la réalité fictive qu'on leur propose. Donc, on commence par ça, c'est les contrats de fiction que l'étudiant doit lire avant de rentrer au centre de simulation. Et dans les contrats de fiction, il y a aussi une portion pour un contrat d'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire, les contrats d'apprentissage? Ça veut dire que les étudiants s'engagent à jouer les comme si, comme tu l'as dit tantôt, mais s'engagent aussi à être naturels dans la façon de faire les choses. Ça veut dire qu'ici, dans les centres de simulation, c'est l'opportunité, c'est les moments où on attend que les erreurs se passent. Donc, on va montrer aux étudiants des cas très difficiles, on va pousser jusqu'à la limite pour pour leur mettre dans une situation complexe où ils doivent réagir. Ces situations complexes, ce sont des situations qu'ils ne s'attendent pas. Quand ils viennent au centre de simulation, c'est une surprise. C'est l'élément surprise de la simulation. Ils savent c'est quoi la simulation, mais ils ne savent pas quelle est la surprise qu'on a pour eux ces journées-là. Et dans les contrats de fiction, ils s'engagent aussi à garder la confidentialité de notre espace. Parce que s'ils sortent d'ici et ils parlent avec d'autres étudiants, d'autres collègues, et ils vont dire, écoute, là, la réponse qu'il faut donner là, c'est ça, les scénarios qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est par rapport à telle maladie, ça va tuer la magie de la simulation. Donc, il y a comme une contrainte à des différentes échelles. Les contrats d'apprentissage, comme je disais, leur permet d'accepter leurs faiblesses, de voir ces faiblesses, parce que nous, on a un système d'enregistrement que les étudiants ne voient pas, mais qu'ils savent qu'il existe. Et dans certaines situations, on leur montre leur performance après la simulation. Donc là, ils se voient en action et eux-mêmes sont en mesure de réaliser quelles sont les choses améliorées, quelles sont les choses qui peuvent se faire différemment. Donc, ça pour expliquer la réalité qu'on propose ici, c'est en effet une réalité fictive. Et nous, on appelle ça en simulation, on l'appelle fidélité. Donc, nous, on a comme des différents degrés de fidélité. Donc, la fidélité, ça va donner compte du degré d'approche des scénarios qu'on propose et la réalité clinique. Donc, c'est quoi le degré de fidélité entre ces deux réalités? Et à Jean-Pierre, ça, il y a des différents degrés de simulation. Il y a des simulations qui ont une fidélité très basse. Ça veut dire qu'on montre une réalité partielle. Et on a des simulateurs partiels, on les appelle comme ça. Ça veut dire que c'est un tout petit morceau de la réalité qu'on a choisi de montrer à ce moment-là. Donc, par exemple, quand les anesthésistes viennent, ils sont en train de s'entraîner pour l'épidurale. Donc, on leur montre une partie du corps qui leur permet de s'essayer de s'entraîner
à faire l'épidurale. Mais ça, comme je dis, c'est un simulateur partiel. Pour d'autres types de simulations, des simulations qu'on appelle les simulations à haute fidélité, c'est comme les majeurs degrés de fidélité par rapport à la réalité clinique. Dans ce type de simulation, nous, on propose un entraînement plutôt au niveau relationnel, au niveau social. Donc, tous les artifices de l'espace vont faire sorte que les gens, quand ils viennent ici, ils vont réagir comme ils le feront dans la réalité. Donc, nous, on cherche vraiment ces relations entre les personnes. Donc, quand on fait la simulation à haute fidélité, très souvent, une des habiletés que les étudiants sont appelés à exercer, c'est la coordination. Donc, dans ce sens-là, la coordination, c'est réel. C'est une situation réelle parce qu'ils sont en train de coordonner une tâche dans un espace qui ressemble beaucoup à la réalité clinique. Oui, oui. La réalité clinique, c'est là où il y a beaucoup de situations artificielles, mais pas dans les relations entre les humains. Oui, c'est ça. On reviendra sur cet aspect relationnel, oui. Donc, vous coupez, vous fragmentez en fait la réalité pour avoir des morceaux de réalité que vous adaptez en contexte de simulation pour mieux maîtriser effectivement l'exercice. Oui, exactement. Et quand on fait cette fragmentation de la réalité, c'est très important de tenir compte de nos objectifs. C'est quoi l'objectif principal de toutes ces séances de simulation? On a des simulations qui sont par exemple, très liées à la régulation des émotions. Donc, comment un médecin doit donner de mauvaises nouvelles à un patient. Donc, comment le patient réagit et comment le médecin, à partir de la réaction du patient, réagit lui aussi pour donner la meilleure intervention à ses patients. Oui, oui. Donc là, c'est là où je dis la simulation, c'est vrai que c'est un milieu artificiel, mais les relations, c'est là où on va chercher beaucoup plus la réalité parce que finalement, c'est la relation de, tu disais tantôt très bien, nous, on se sert des acteurs qui nous aident à recréer des patients, des cas des patients. Mais dans la relation que ces acteurs proposent aux étudiants en médecine, il y a quelque chose qui n'est pas fictif. C'est comme ça comment on dit, Mirella? Oui, 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 oui. C'est pas fictif et c'est que, par exemple, une des choses que l'acteur va chercher dans la relation avec l'étudiant, c'est toujours l'engagement émotionnel de l'étudiant par rapport à lui. Donc, l'acteur, à la fin, peut donner de feedback à cet étudiant et va dire, l'acteur, des fois, va dire, vous savez quoi? Quand vous m'avez dit ça, vous ne m'avez pas regardé aux yeux. Et ça m'a fait sentir mal comme personne. Donc, je jouais un rôle de patient, mais comme personne, moi, une personne qui ne me regarde pas aux yeux, ça me fait sentir mal spécifiquement s'il est en train de me dire une très mauvaise nouvelle. Donc, là, c'est réel, cette relation-là. Donc, on fait des debriefings, comme on l'appelle, où on fait le debriefing de la situation technique, mais on fait aussi des debriefings de la situation relationnelle, de la relation humaine. Oui. Et comme tu le sais très bien, nous ici, on a intégré aussi les patients partenaires. Oui, c'est l'étiquette. Oui. Exactement. Donc, ce sont des patients, ce sont des vrais patients. Oui. Ce ne sont pas des acteurs. Ce sont des patients entraînés par l'université pour aider nos étudiants à se former. Oui. Donc, quand ils viennent ici, ces patients racontent leur vraie histoire. Donc, ce n'est pas une script, ce n'est pas quelque chose artificiel, c'est leur vraie histoire. Et une des choses qu'ils cherchent beaucoup quand ils font ces séances avec les étudiants,
c'est le niveau de compassion que l'étudiant est en mesure de montrer dans la relation patient-médecin. Donc, eux, ils ne s'intéressent pas trop à des choses de body language comme les acteurs. Les vrais patients, ils s'intéressent au degré de compassion. Et là, c'est quelque chose qui c'est très difficile de décrire. C'est quelque chose qui vient de la vraie relation. Oui, d'accord. C'est vraiment très intéressant et cela me permet de rebondir un petit peu sur cette idée de théâtralité. Donc, effectivement, la relation patient-partenaire, c'est l'étiquette de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Mais il y a aussi, et j'aimerais qu'on revienne aussi à cette idée de théâtralité et aux patients-acteurs. Parce qu'ici, on saisit une belle collaboration disciplinaire qui est celle décrite entre médecine et littérature, mais sous un angle moins habituel. Dans tout ce processus de mise en place de simulation, vous avez besoin de théâtre, comme tu l'avais très bien dit. Donc, vous collaborez avec des acteurs ou avec des étudiants en théâtre qui ont fait des études littéraires et qui sont à l'aise avec le concept de représentation, qui est un très grand concept en littérature. Il y a une théâtralité, une interprétation d'un rôle qui, par définition, c'est une distance du réel. Ce qui se passe lors de la simulation devient comme une scène. Et ce qui se passe sur cette scène est censé entraîner les acteurs dans un jeu qui suscite des émotions, des pensées sensibles auprès de ceux qui sont autour d'eux, qui les regardent et qui interagissent. Et pour rebondir sur tes dernières idées, j'aurais une question que j'aimerais la poser en littéraire, mais en une littéraire qui a dû voyager. J'ai beaucoup voyagé dans d'autres terres inconnues, dans d'autres disciplines, et qui a aussi compris sa discipline différemment. J'ai compris différemment ma discipline depuis une perspective complètement différente de celle que je l'avais avant. Et entre autres, grâce à toi, à ton milieu, à ce beau centre de simulation. J'aimerais justement te demander, Ilian, dans quelle mesure ou jusqu'où cette relation patient-médecin peut-elle être simulée? Et par extension, dans quelle mesure les relations entre les médecins et le personnel soignant peuvent être simulées? Parce que tu disais que les relations, c'est dans le vrai, mais dans un contexte artificiel. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, en fait, c'est une excellente réflexion. C'est une réflexion que moi-même, et c'est une question que moi-même je me pose très souvent. Où finit la réalité et où finit la théâtralité de notre situation. Et c'est quelque chose qui nous amène comme une des volets de ma recherche, c'est la régulation des émotions. Oui. En simulation, on doit être très attentif parce que nous, on continue à être un centre d'apprentissage. Donc, oui. On ne veut pas s'approcher trop de la réalité et que l'étudiant arrive à une situation de stress, de peur, où l'étudiant n'est pas en mesure d'apprendre. Parce qu'on sait que les émotions jouent un rôle très important dans l'apprentissage. Mm-hmm. Et si bien le stress est important à certains niveaux dans l'apprentissage, trop de stress, trop d'anxiété peut nuire aussi cet apprentissage. Mm-hmm. Donc, quand on parle de simulation, on parle jusqu'à où on arrive avec ce niveau de fidélité pour garder la balance entre fidélité et apprentissage. Parce que l'étudiant doit aussi sentir la confiance des fois dire, écoute, je ne sais pas quoi faire maintenant, ou arrêter et dire, j'ai besoin d'un moment pour penser et après je reviens. Donc, il y a comme des différents types de simulations où on permet ça. On a en simulation un scénario qui s'appelle le scénario des patients morts, où les patients, n'importe quoi,
l'équipe médicale fait, à la fin, le patient va mourir, se détériore tellement de façon rapide que le patient est mort à la fin. Ça, c'est un scénario qui est dans le domaine de la simulation, c'est très, très, très controversiel parce qu'on sait quelles sont les conséquences de ce type de scénario pour les étudiants. Ça nous prend beaucoup de temps après pour ramasser les émotions de ces étudiants et amener les étudiants à la réalité fictive et de dire, écoute, c'était pas un vrai patient, c'était une poupée. Mais ça prend du temps parce que pour les étudiants, ils ont tué un patient, c'est vrai. Il arrive à un tel niveau d'engagement dans la simulation qu'ils pensent, ils ont la sensation, ils vont vivre la réalité qu'ils ont tué un patient. Donc, là, l'aspect apprentissage, on le perd un peu. Donc, nous, quand on fait des simulations, on est très attentif à offrir cette réalité, mais toujours garder un peu de fiction aussi pour laisser entrer l'apprentissage, laisser la place à la réflexion. Parce qu'une personne qui est trop traumatisée par une expérience n'a pas l'opportunité de réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé. Et je te dis que nous, on a fait des expériences et dans le domaine de la simulation, c'est très connu. Même les experts, quand les experts qui ont beaucoup d'années d'expérience viennent et ils font une simulation à haute fidélité et on leur présente le scénario des patients morts, là, on a des experts, une équipe des experts avec qui on doit faire beaucoup de debriefing pour essayer de leur reprendre à la réalité fictive et de dire, OK, maintenant, c'est pas le patient qui est mort, c'est la poupée qui est morte. Maintenant, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, comment on aurait pu communiquer mieux. Parce que ça, c'est une autre composante de la simulation qui nous a permis de nous rendre compte que la grande majorité des erreurs médicales, c'est à cause des relations et de la communication entre les personnels de l'équipe. Excuse-moi, là, tu parles de poupées, toujours de poupées, mais je présuppose que ces fictions pratiques, pour revenir au terme de Wenger, ça devient encore plus dangereuse, notamment en contexte d'apprentissage, si vous êtes avec un patient acteur qui simule vraiment la mort du patient. Là, je crois que c'est encore plus impressionnant, donc, ce qui se passe sur cette scène. Donc, oui, En fait, il y a comme des différents types de simulations et maintenant, tu sais, nous, on est la simulation présentielle. oui. Mais il y a la simulation virtuelle et une de mes collègues ici à l'Université de Montréal est en train d'explorer la simulation cadavérique avec des cadavres. Donc, Oui. oui, avec des cadavres qui suivent un processus de plastination. Donc, avec lesquels c'est plus réel le processus, par exemple, d'intubation et tout ça. C'est plus réel parce qu'ils ont accès à un type de fidélité motrice auquel on n'a pas accès avec les poupées, avec les mannequins computérisés qu'on en a ici. Donc, avec une cadavre, ça dépend, comme je te disais tantôt, ça dépend du niveau de fidélité qu'on veut chercher. Est-ce que c'est une fidélité émotionnelle? C'est une fidélité cognitive? C'est une fidélité motrice? Mm-hmm. Donc, à partir de ça, on va chercher quel type de simulation c'est celui-là qui convient le plus. Et on va faire des adaptations. La simulation comme méthode, moi, je le trouve fascinant parce que, comme tu disais, ça nous permet de représenter la réalité dans le présent, mais aussi maintenant, avec toutes les technologies et tout ça, on commence à explorer la réalité virtuelle.
qui nous permet une autre type de fidélité, c'est la fidélité, c'est la simulation immersive. Oui, oui. Donc, c'est avec tous nos sens, on rentre dans un espace qui n'est pas réel, qui est construit. Donc, on peut décider en réalité virtuelle, on peut décider de concevoir un monde qui ressemble à la réalité ou on peut décider de concevoir un monde complètement différent. Oui, on reviendra sur la virtualité parce que je sais que tu es très forte là-dessus entre simulation et virtuel. Ça a été un de tes forces, même depuis ton époque McGill. Mais pour l'instant, je voudrais revenir parce que je suis très touchée par cette idée-là de travailler sur des cadavres. Effectivement, là, je ne savais pas. Et dans ce cas-là, comment est-ce que ces relations entre patients et médecins, alors qu'ils ont un cadavre ou ils ont un acteur qui joue du théâtre, est-ce que les étudiants vont pas être encore plus choqués à devoir travailler sur des cadavres en contexte de simulation ou est-ce que allez-vous garder les patients acteurs ou comment vous allez faire? Ça dépend, comme je disais tantôt, des objectifs et des niveaux des étudiants. Donc, c'est sûr que les étudiants les plus novices, on ne va pas leur mettre dans une simulation avec des cadavres. Et eux, on va pas leur mettre non plus dans une simulation à haute fidélité. Donc, les plus novices, ils commencent avec des simulations partielles. Où on montre un tout petit morceau de la réalité. Oui. Parce qu'il faut qu'il apprenne beaucoup des habiletés techniques. Après, quand on enseigne les habiletés techniques, nous ici, la signature du Centre de simulation de l'Université de Montréal, c'est que toujours avec l'apprentissage d'une habilité technique, et il y a un apprentissage d'une habilité attitudinale. Donc, comment faire une anamnèse avec un patient. Ouais. Ce type de choses, on les garde pour les novices. Comment communiquer, comment se présenter, comment s'introduire, comment générer de la confiance avec le patient. Tout ça, c'est pour les novices. Les simulations, comme je disais, de haute fidélité, c'est réservé pour des étudiants qui sont beaucoup plus avancés. Et la simulation avec des cadavres, c'est réservé pour des étudiants qui sont déjà au niveau de la résidence, par exemple. Ou des fois, il y a une procédure très innovateur qu'il faut essayer. Donc, on peut décider de l'essayer en simulation haute fidélité et aussi avec des cadavres pour anticiper où pourrait avoir des erreurs dans la technique. Et il y a aussi quelque chose qu'on appelle la simulation, on fait comme des combinations de différents types de simulations. Donc, si notre objectif est par exemple au niveau technique, on est arrivé à décider que c'est la simulation avec des cadavres qu'on va utiliser. Mais on ajoute des objectifs aussi au niveau relationnel. Donc, avant de mettre les patients, disons, dans un état d'anesthésie, il faut que les patients parlent, il faut que l'étudiant parle avec les patients. Donc, on propose une première étape avec des acteurs et une deuxième étape avec des cadavres. Mais comme je te dis, la simulation avec des cadavres, c'est très nouveau. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en France. Ici, à l'Université de Montréal, on le fait à Trois-Rivières. On a un laboratoire spécifique pour ça. Et quand on fait comme cette mix de simulation, des fois, on fait des choses comme on a une mannequin computérisée avec lesquels les étudiants vont se pratiquer à faire l'examen gynécologique, par exemple. Mais en arrière de cette mannequin, il y a un acteur qui va simuler la réaction de ce patient. Oui. Tu m'as montré, oui, ce cours-là. C'est très intéressant, oui. Exactement. Donc là, on arrive à avoir toute la partie technique, mais aussi accompagnée de la partie relationnelle.
Donc, il faut développer la compétence à ces deux niveaux-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond très... Oui, et je crois qu'il y a ici un terrain quasiment vierge pour explorer l'importance de la représentation de cette théâtralité qui demeure encore très importante aux côtés du technique, de la technicalité. Donc, représentation, théâtralité et technique en contexte de simulation, c'est vraiment un sujet à considérer. Tu sais, plus récemment, je me suis intéressée aussi par l'effet que, comme je t'ai dit, on a un contrat de fiction, mais il y a des étudiants qui achètent pas notre contrat de fiction. Des étudiants pour lesquels ils ont appris les jeux de la simulation. Donc, ils sont appris à nous donner les réponses qu'on cherche. Donc, ils jouent les jeux. Exactement. Donc, c'est très artificiel. Mais je me suis intéressée à pourquoi ils font ça en sachant qu'ici, c'est comme la place pour apprendre. Et récemment, on a eu l'opportunité de faire des interventions avec des étudiants qui ont échoué une des examens de Collège Royal. Ah oui. Et c'était des étudiants au niveau très avancé qui ont échoué l'examen qui s'est fait en simulation. Une des choses qu'on s'est rendu compte, c'est que les étudiants avaient une intuition sur la réponse des scénarios qu'on leur montrait. Donc, ils sont allés directement chercher toute l'information qui allait en relation avec l'idée qu'ils avaient de scénario. Donc, c'est pour ça qu'ils ont échappé d'informations très importantes et ils étaient très surpris d'avoir échoué la simulation. Ça, c'est ce que nous appelons un faux horizon d'attente. Donc, dans la représentation, un faux horizon d'attente. Oui, justement. Imagine ça. Donc là, une des choses qu'ils nous ont appris quand on fait des interventions, ils ont dit, oh, OK, ces procédures, on les fait parce on s'est dit, on a dit aux étudiants, on les a montré leur vidéo et on a dit, vous avez fait une chose ici où vous montrez beaucoup de confiance dans un processus qui est très dangereux pour lequel vous devez montrer beaucoup plus de soucis alors de le faire. Pourquoi vous avez toutes ces confiances et vous n'avez pas regardé comme s'il y avait d'autres moyens. C'est un processus pour lequel c'est vraiment la dernière option. Mais eux, ils sont allés tout de suite avec la dernière option. Je comprends. Et nous, on trouvait ça très dangereux pour le public. Oui, oui, oui. On se disait, écoute, il y a quelque chose là. Après, ils nous ont dit, on le fait en simulation comme ça, mais on ne le fait pas comme ça en réalité. Mais justement, la simulation est une autre réalité. Voilà. Exactement. Donc là, on a compris qu'eux, ils n'ont pas acheté notre contrat de fiction. De fiction, oui. Et nous, on est en train de regarder comment on adresse ce type de situation. Les étudiants, on a fait une remédiation. Les étudiants, on a appris aussi que les étudiants savaient prendre ces décisions de façon différente. Mais que l'objectif qu'ils avaient pour la simulation, c'était de passer l'examen. Oui. Pas de montrer leurs habilités dans la situation. Donc, ce sont les risques de la simulation. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à des situations comme ça. Pas parce que les contrats de fiction, il existe, on pense que c'est une méthode à 100% effective dans tous les cas. La médecine sera de plus en plus artificielle. L'intelligence artificielle se fait de plus en plus présente sur son territoire. On s'est souvent demandé si nous sommes en train de réduire l'humain à un complexe algorithmique que la machine pourra lire. À partir de ces constats, j'aimerais te poser une question qui fait en quelque sorte écho à tes recherches, comme je l'avais dit tantôt. Comment distinguer la simulation de la virtualité? Et pourquoi il faut distinguer la simulation de la virtualité? Car les deux
repose sur le concept de non réel ou d'un réel autre et sur le concept de mimétisme, de copie du réel. Mhm. Tu sais, c'est une question très intéressante. Je ne sais pas si j'ai une réponse définitive Sûrement pas. à cette question. C'est une question que nous, dans le domaine de la simulation, on est en train de se poser maintenant que la réalité virtuelle est arrivée avec beaucoup de force dans les centres de simulation. Et la virtualité, ça nous permet, comme je disais tantôt, une composante d'immersion. Mhm. Et dans mon contexte en particulier, moi, je me suis intéressée toujours à comment on peut apprendre les étudiants en médecine à développer des habiletés d'empathie. Oui. Parce que l'empathie, c'est quelque chose de très important dans la relation patient-médecin. Et c'est quelque chose que, quand on a commencé à faire ce type de recherche, on avait des questions même, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on enseigne? Ça, c'est quelque chose que s'apprend. Comment on l'enseigne et comment on l'apprend? Ouais. Parce que tout le monde reconnaissait l'importance de l'empathie, mais ce n'était pas très clair comment le faire de façon académique, disons. Donc, la réalité virtuelle, ça nous permet, disons, je trouve que la réalité virtuelle nous permet de prendre cette position beaucoup plus empathique avec les patients. Mm-hmm. On avait proposé, ça fait pas longtemps qu'on avait proposé un projet dans lequel on voulait faire en réalité virtuelle un scénario où l'étudiant donnait des mauvaises nouvelles à un patient et après avoir donné les mauvaises nouvelles au patient, avec la réalité virtuelle, l'étudiant serait en mesure de reprendre le rôle de voir comment il a fait ça, mais à partir des yeux du patient, à partir de la position de patient. Splendide. Splendide. Donc, ça, c'est là où je pense que la virtualité nous ouvre des possibilités dans le terrain de l'empathie. En simulation, dans les centres de simulation, en simulation présentielle, nous, on arrive à faire ça, on arrive à certains degrés d'empathie, mais jamais à faire que l'étudiant se met dans les chaussures du patient. Donc, une fois l'étudiant est en train à la possibilité de voir comment ce patient a vu tout ça qu'il a dit, comment ce patient a vécu tout ça. La nouvelle, oui. L'étudiant comprend très bien c'est quoi, c'est quoi l'impact que lui, il a dans la vie d'un patient dans ces moments précis de la vie. Et ça, c'est quelque chose que même si on le dit, on l'enseigne, il faut le vivre. Il faut le vivre. Ça me rappelle Lacan qui disait, parce que l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Exactement. Lacan qui disait, mais si je me mets à la place de l'autre, l'autre se met où? Alors la virtualité, il vous aide effectivement de se mettre à la place de l'autre tout en laissant l'autre dans la réalité. Exactement, dans la réalité virtuelle. À creuser, oui, c'est ça. Une idée à creuser. C'est intéressant. Oui, donc et là, je trouve que la réalité virtuelle nous permet, il faut toujours aller chercher ce type d'empathie dans des différents types de processus. Il y a des chercheurs qui voient beaucoup plus la virtualité de point de vue technique. Oui, c'est ça. Et là, c'est une autre voie. Mais pour moi, tu sais, moi, en tant que psychologue, je m'intéresse vraiment à la relation, à la partie relationnelle de la simulation. Moi, je vois la virtualité s'en aller vers ça. C'est magnifique. Merci beaucoup pour cet exemple qui nous a permis d'explorer possible de l'exercice que vous préparez sur l'empathie en milieu de simulation virtuelle.
Oui, tu sais, moi, je voulais te donner un autre exemple qui n'est pas nécessairement dans le champ de l'éducation médicale, mais que c'est dans le champ de la virtualité. Oui. Il y a un expériment qui est maintenant s'est fait en réalité virtuelle où un homme et une femme voient leur corps, euh, nu. Donc, l'homme, quand il descend le regard, il va voir le corps de la femme. Et la femme, quand il descend son regard, il va voir le corps de l'homme Mhm. à travers de la réalité virtuelle. Mhm. Donc là, la personne peut se situer dans le corps d'un autre genre. Et en réalité virtuelle, vivre, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est ça. C'est troublant. Oui, Oui. c'est troublant. Oui. Liliane, on parle souvent d'interdisciplinarité comme étant une des méthodes de l'avenir du savoir et on attend beaucoup d'elle. Mais le plus souvent, on garde un point de vue extérieur à l'interdisciplinarité en soi. On prend l'interdisciplinarité comme un objet que l'on tient à distance, à la bonne distance, que l'on évalue, que l'on étudie, que l'on regarde de tous les côtés, ou dernièrement, que l'on confie même à la machine pour qu'elle l'étudie. Mais manipuler l'interdisciplinarité, effectivement, faire des études interdisciplinaires qui ne se vendent pas, avoir le courage des thèses de doctorat dites non spécialisées, des articles et des livres difficilement classables dans des catégories ou genres précis, manier effectivement les disciplines, aller sur le terrain, retrousser les manches et voir jusqu'où les choses marchent, tout cela demeure de l'ordre de l'exception. Dans notre belle collaboration à l'Université de Montréal, nous avons commencé à explorer l'interdisciplinarité depuis l'intérieur, du dedans. Et nous avons appris beaucoup l'une de l'autre. Une psychologue, une littéraire, une scientifique, une humaniste. Nous avons beaucoup appris l'une de la pensée de l'autre, de son art de faire, et nous avons vu combien c'est parfois difficile d'entamer et surtout de garder un dialogue ouvert entre les disciplines pour que celles-ci puissent se nourrir vraiment l'une ou l'autre et non pas s'annihiler ou se détruire. Nous avons vérifié à notre tour combien il est important de se rappeler qu'une discipline n'est qu'une abstraction. Tout ce qui compte demeure l'humain qui se trouve derrière une discipline. C'est cet humain qui lui donne la couleur et la tendance qui l'enferme ou qui l'ouvre. L'humain chercheur, administrateur, la société même à un autre degré qui doit accepter des véritables innovations, voire même de nouvelles formes d'arrangement de savoir qui auraient peut-être d'autres ambitions qu'une simple insertion professionnelle limitée et limitante. Nous le savons très bien, il a été amplement dit et montré le fait que dans le contexte du 21e siècle, les spécialistes estiment qu'un homme, une femme aura en moyenne une dizaine d'emplois dans sa vie. Et là, je ne parle pas des petits jobs étudiants. Ils seront appelés à se reformer, parfois entièrement, plusieurs fois dans leur vie. Et cela est vrai non pas d'ici 100 ans, mais très rapidement. À quoi servent alors l'hyperspécialisation et la délimitation disciplinaire? On commence à considérer sérieusement ce problème en le sortant du terrain conceptuel. Puis nous aimions manger un pokéball chez le Coréen en bas, cela loin d'un lunch professionnel ou de prendre notre pause quelque part sur la pelouse dans le campus pour pousser plus loin nos réflexions. C'est ainsi que l'on a humanisé à notre échelle et par nos propres forces une pratique effective de l'interdisciplinarité basée sur ce que j'aime appeler l'amitié du savoir. Car si nos disciplines sont devenues amies, ou au moins elles ont commencé à s'ouvrir l'une à l'autre, c'est parce que nous avons été amis sur le terrain du savoir. Et c'est un secret perdu, l'amitié du et dont le savoir. Autrefois en Grèce antique, par exemple, c'était une condition. L'amitié et le savoir vivaient une belle complémentarité. Dans cet oubli de l'amitié sur le terrain du savoir, aujourd'hui, on parle paradoxalement de discipline organique, de discipline qui respire,
de discipline qui se nourrit des fruits d'autres disciplines. Nous parlons même de discipline résiliente. Ce sont de très belles métaphores, mais en spécialiste de la métaphore, je me permets très humblement de dire que ces métaphores ne transportent rien. C'est un simple transfert de caractéristiques des attributs humains qui sont faussement collés aux disciplines. Car les disciplines demeurent des abstractions, des constructions collectives qui en plus reposent toutes aujourd'hui sur un seul geste qui n'est pas celui de l'amitié et du savoir, mais sur la concurrence. Et la concurrence, c'est un geste qui a à la base le concept de guerre. Cette guerre est induite et entretenue par l'argent, par les subventions, par les ressources budgétaires, les contrats industriels, ainsi de suite. J'insiste, derrière les disciplines, il y a encore des humains. Il y a les hommes et les femmes qui demeurent l'âme de ces constructions collectives. Une discipline ne décide pas seule où elle va. Elle ne peut pas, elle est abstraite. L'intelligence artificielle ne décide pas encore le sort des disciplines, pas encore. Ce sont les hommes et les femmes qui décident. Et ces hommes et ces femmes agissent malheureusement en concurrents, en guerriers. Le vocabulaire même de la guerre est devenu habituel sur le terrain de la recherche. Deadline, après cette date, vous êtes mort. Deadline. Stratégie, champ de bataille, lutte, ainsi de suite. Tout cela se passe donc depuis une position d'enfermement disciplinaire qui est finalement très nécessaire à la guerre, parce que c'est un territoire à défendre. Dans une spectaculaire séparation les uns des autres. Nous l'avons vu ici avec une autre causerie, avec Laura Ilia. Les humanistes ne savent pas ce que les scientifiques font, les scientifiques ne savent pas ce que les humanistes font. Et cette réclusion engendre des manières disciplinaires qui vont décrire, je l'ai dit à plusieurs reprises, cette réclusion engendre des manières disciplinaires qui vont décrire des cultures disciplinaires qui, à leur tour, vont instaurer des signatures pédagogiques. Autrement dit, chaque discipline s'occupe depuis la fin du 19e siècle à faire son brand et son trend. Sauf que le savoir ne fonctionne pas ainsi. Le savoir a besoin d'ouverture, de perspective, de fluidité, une fluidité assurée par une vraie amitié, par une vraie collaboration basée sur le respect des autres et sur le respect du savoir des autres. Puis le savoir, il est public. Depuis les Grecs, il est public. Il n'a jamais eu autant de valeur mercantile qu'à présent, où on parie même sur les bonnes disciplines, celles qui peuvent amener de l'argent. Quand j'étais à l'Université de Montréal, responsable des programmes interdisciplinaires, les professeurs avec lesquels je travaillais me demandaient souvent: croyez-vous vraiment en interdisciplinarité? Est-ce que c'est l'interdisciplinarité l'avenir du savoir? Moi, je crois qu'une fois de plus, nous ne posons pas la bonne question et nous nous étonnons que nous ne trouvions pas la bonne réponse. Les changements au niveau du savoir sur le plan structurel ne se produiront pas d'un coup. L'appareil académique est trop complexe et trop grand. C'est ce que j'ai appelé matrice, système. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons rien faire. Il y a des professeurs très créatifs qui veulent s'engager dans des démarches interdisciplinaires. Il y a des hauts administrateurs très ouverts et qui aiment et qui aimeraient réformer. Mais à la lumière de mes expériences de terrain accumulées, je crois très humblement que ce qui est à faire avant tout relève encore de l'ordre de l'humain. Au lieu de parler de discipline résiliente, reconnaissant qu'il revient aux hommes et aux femmes qui peuplent les disciplines d'adopter ce geste de résilience, d'amitié envers leur père, puis envers leur discipline. Se poser vraiment la question si on veut aller vers d'autres ou on veut demeurer dans nos propres disciplines. Là, j'aimerais avoir ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? D'où viendra le changement pour une ouverture du savoir, voire un réarrangement de savoir à l'avenir? Est-ce que selon toi, tu crois qu'il y aura encore, à l'avenir, on aura encore des disciplines? Qu'est-ce que la simulation t'apprend dans ce cas? Merci Mirella. J'étais toujours fascinée quand on parlait de l'interdisciplinarité, on faisait tous ces types de réflexions. En fait, en éducation médicale et à partir de mon champ de travail, une des choses qu'on a appris aussi,
c'est que dans le cas de la médecine a été appelée à changer l'objet. Parce qu'avant, tu sais, avant, on entraînait le médecin parce que c'était lui qui avait le savoir de la maladie. Donc, on entraînait les médecins et c'était eux les points focaux de l'éducation. Maintenant, comme il y a eu toute une révolution qui commence et qui est encore en train de chercher sa place, maintenant, la médecine n'est pas appelée à entraîner le médecin qui tient le savoir. On a compris qu'il y a un autre type de savoir qui le détient le patient. Voilà. Les patients ont un savoir, le médecin savent de la maladie, mais c'est les patients qui savent comment vivre avec la maladie. Donc, c'est très individuel. Et à partir, quand en médecine, on a commencé à comprendre que le patient, c'était le point focal de toute possibilité d'intervention, ça a changé aussi la façon comme nous, on se parle entre disciplines. Parce que maintenant, on ne parle pas de savoir du médecin qui prend des décisions médicales sur les patients. Maintenant, c'est un patient qui prend des décisions pour lui-même parce que c'est lui qui savent si cette médication le fait du bien, si cette médication lui fait du mal. Tu sais, les médecins savent que cette médication a un impact sur les patients qui ont certaines conditions. Mais l'effet de cette médication, c'est différent pour chacun des patients parce que chacun des patients a un organisme complètement différent qui est le résultat d'une vie aussi différente. Donc, les patients peuvent dire, écoute, monsieur, quand vous me donnez ce médicament, je me sens très mal, mais quand je prends la moitié de ces médicaments, je me sens super bien. Et je le constate toute la semaine. Donc, les patients, ils savent comment vivre avec ces médicaments. Ça, que ne savent pas le médecin. Donc, on a mis au centre de tout le patient et ça nous a permis d'échanger un peu la façon comme nous, on se communique. Et c'est pour ça que maintenant, dans les facultés de médecine, on trouve des sociologues, des psychologues, des médecins, parce qu'on a compris qu'il y a une composante relationnelle dans tout ça et que chacun a un savoir différent qui se développe autour du savoir du patient. Donc, on dépend grandement du savoir du patient et c'est pour ça maintenant qu'on a des patients aussi dans les universités. On a étudié les maladies, les étudiants en médecine étudient les maladies, mais il s'est posé pas très souvent la question, mais comment ça affecte la vie de cette patient? Ouais, il voyait seulement un petit morceau de la maladie, c'était la maladie physique. Ouais, ouais. Donc maintenant, ces patients sont invités, même ils ont une voix dans le développement du curriculum. C'est eux qui viennent enseigner aux étudiants comment faire certaines procédures aussi. Donc, c'est eux qui viennent parler aux étudiants. Une fois, ils ont appris toutes les procédures et ils viennent, ils disent, regarde, moi, je fais cette procédure dans les cas des patients qui doivent faire, par exemple, des dialyses. C'est comme ça qu'on dit, dialyse? Oui. Des patients qui font de la dialyse pendant longtemps, eux, ils développent une expertise que même pas les médecins ou les infirmiers ont à ce niveau. Donc, eux, ils viennent ici, ils nous racontent quelles sont les astuces qu'ils ont développées à travers 5 ans, 6 ans, de faire eux-mêmes des dialyses 3 fois par jour. Donc, on a compris qu'eux, ils ont un savoir auquel nous, on n'a pas l'accès. C'est ça. Et qu'il faut les intégrer. Donc, on a changé la façon de parler. On n'est pas dans les pays des merveilles non plus. Il y a encore beaucoup de résistance à ce type de changement. Mais c'est vers là où on s'en va et c'est là où je trouve ce terrain pour la interdisciplinarité. Parce que là, on a un langage commun, c'est la relation.
et il n'y a pas une personne qui est les propriétés de cette relation. On est tous en relation avec cette patient. Voilà. Si le médecin n'est pas le propriétaire de la relation avec les patients, l'infirmier n'est pas le propriétaire, le psychologue n'est pas le propriétaire, on est tous en relation avec cette patient. Donc, c'est là où je vois un changement et une possibilité pour cette interdisciplinarité qu'on a parlé très souvent quand on était des collègues. Ce transfert de pouvoir qui est détenu par le savoir, parce que le médecin n'a plus le pouvoir, parce qu'il sait quoi? Il sait la théorie d'une maladie, mais le savoir, il est transféré, donc le pouvoir, il est transféré du côté du patient. C'est une idée très kantienne, hein? C'est Kant qui parlait de ce lien entre pouvoir et savoir. Permettrait donc d'aborder différemment la relation entre les disciplines et pas nécessairement entre les disciplines parce qu'on ne sait pas si les disciplines vont rester telles quelles, si à l'avenir le savoir va être toujours comme ça morcelé ou compartimenté. Mais l'idée, c'est de focaliser sur le lien, sur ce que j'appelais autrefois l'art et la science du lien, sur la relation et non pas sur un contenu complètement enfermé que l'on défend. Oui. Et merci beaucoup pour cet exemple et ce transfert de pouvoir et savoir entre médecins et patients qui nous montre très bien un avenir possible, une avenue de faire autrement, de disposer autrement le savoir à l'avenir. Merci infiniment pour ces moments de pur bonheur qui émergent en contexte de simulation dans son réel à elle, pour se poursuivre dans notre réel très virtualisé ici et maintenant. Merci pour ta grande élégance en pensée, Iliane, pour ton ouverture d'esprit et de perspective que tu offres autant à travers ta recherche, à travers ta pratique effective dans l'enseignement ou l'innovation en pédagogie et en gouvernance de programmes. Merci beaucoup pour ton temps et pour cette entrevue. Merci, Iliane. Merci à toi pour l'invitation et pour m'aider toujours à réfléchir par rapport à ces idées innovantes. Merci beaucoup, Mireilla. Merci, Iliane.